Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, l'ensemble humain construit sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça prendra encore quelques temps pour atteindre cet état, mais la plus grande partie du chemin a été réalisée, du chemin vers cette finalité, a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. On a fait la plus grande partie du chemin vers cette unification, finalement. Alors, même s'il reste quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état, l'humanité, elle a le temps, elle n'est pas pressée en réalité. C'est l'homme qui est pressé, qui veut voir les choses se réaliser rapidement, etc. C'est tout à fait humain, parce que notre temps est bref, etc. Mais, selon moi, cette prise de conscience de ce que nous réalisons, pour l'instant, on le réalise de façon intuitive, inconsciente, sans savoir réellement ce qu'on réalise. La société humaine ne dit pas, ben voilà, l'humanité travaille pour tel but, pour telle finalité. Elle ne veut pas s'intéresser à cette question. Elle travaille, elle agit, mais le problème de cette construction inconsciente, c'est que eh bien, elle est désordonnée. Elle se passe également avec en antagonisme, c'est-à-dire en utilisant la violence, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. On le voit bien, les nations, chacune tire la couverture à soi quand il y a un problème ou quoi que ce soit. Même s'il y a derrière la solidarité tout un tas de valeurs positives, mais les pulsions négatives, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, il est extrêmement dense dans l'humanité. Et il engendre bien ce qu'on voit et qui nous désespère, ce qui nous fait perdre la confiance en un avenir radieux. C'est la guerre, par exemple, la destruction, le fait de frôler, que les dominants s'amusent à faire frôler l'humanité à la catastrophe. Là, on le voit. Les dominants occidentaux et les dominants des BRICS, essentiellement la Russie, donnent des coups de menton et disent tu n'es pas capable, je vais continuer à avancer, même si tu me dis non, je continue, etc. Bon, bref. Et c'est les dominants, évidemment. C'est pas le peuple. Hein. Le peuple, il y est pour rien là-dedans. Le peuple, il subit. Les dominants s'amusent à la guerre et le peuple subit. Et les dominants le font sous des principes en disant au peuple qu'ils travaillent pour eux. En réalité, ils travaillent pour leur propre ego, parce que s'ils travaillaient pour les peuples, ils s'organiseraient pour que les peuples accèdent rapidement à la fraternité, à la paix, etc. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mais les dominants, nos dominants, sont totalement inconscients. Ils n'ont pas du tout l'idée de ce que réalise l'humanité. Ils ne se posent même pas cette question. Ils avancent comme les primates naturels de nos origines, c'est-à-dire un dominant qui se fait harceler par des prétendants, qui se bagarre pour la domination, pour la thésaurisation des privilèges, etc. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont des qualités inouïes, hein, les dominants, bien entendu, mais ils ont ce narcissisme qui les empêche d'élever leur esprit au spirituel en réalité. Ils se disent spirituels, ils se disent croire, etc. Mais ils n'ont pas du tout
leur pulsion est beaucoup trop forte pour qu'ils puissent véritablement être en communion avec le spirituel. Alors, pour faire évoluer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios, et là, en l'occurrence, je viens d'entamer une réflexion à partir d'une émission de France Inter qui s'appelle La tête au carré, réservée à la science, et qui est animée par, je ne me souviens plus qui anime cette émission, Mathieu Vidard, je pense. Il me semble que c'est lui qui anime. Voilà. Bon, bref, c'est secondaire en tout cas, même les noms, les gens. Et là, il a invité Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, pour réfléchir sur l'avant-Big Bang. Et ben, c'est une question que mon site, lamécaniqueuniverselle.net, essaye de résoudre. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant que le Big Bang se... Mais on ne peut pas évidemment parler de avant, parce que dans cette région avant le Big Bang, il n'y a pas de temps. Donc avant, ça marque l'idée du temps. S'il y a un avant, il y a un après, etc. Donc c'est dans le système temporel. Sauf que là, c'est à une autre échelle que ça se passe. Le temps n'a pas encore de réalité. La réalité du temps, elle se fait après que le Big Bang, que l'univers se soit mis en œuvre. Et il vient plus tard dans la création de l'univers. Donc c'est une notion qui est très importante à réfléchir. Les scientifiques, là, je pense qu'ils ont une énigme assez puissante pour comprendre le temps. Donc c'est pas avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est vrai que sous cet angle-là, la question pourrait paraître stupide, mais en réalité, il suffit d'imaginer que nous sommes dans une autre dimension où il n'y a pas la question de temps, mais par contre, il y a quelque chose qui va donner l'impulsion au Big Bang de se réaliser, à l'univers de se produire. Alors je lance cette vidéo, et cet audio, et je commente, je découvre en même temps et je commente. Demain pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours dans l'espace, la NASA qui stoppe un projet de chercheurs américains montre que jusqu'à au point qu'on le croyait. Donc... Est-ce seulement possible d'ailleurs d'imaginer cette question sujet de Big Bang? Ben oui, on s'autorise cette question cet après-midi. Alors on y va. Ça reprend là. Je suis désolé, ce bruit à l'instant. Je suis désolé, mais c'est... Alors, ça, j'ai du mal à... Bon, en tant qu'autiste, ces bruits parasites sont terribles pour moi quand j'écoute ces émissions, bien souvent sur France Culture, Radio France, bref, des émissions scientifiques, philosophiques, etc. Et je les écoute dans la nuit, alors de temps en temps je m'assoupis et je suis réveillé par une musique qui est inclue dans le truc pour faire des liaisons. Et c'est insupportable pour les porteurs du trouble du spectre autistique parce que le bruit, le son, c'est quelque chose qui perturbe complètement. Je vis dans un silence, dans la tranquillité et c'est vraiment... affreux. La tête au carré, Mathieu Vidard. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Ben oui, on s'autorise cette question cet après-midi. Les physiciens, non pas, ben pourquoi pas les musiciens d'ailleurs. Qu'y avait-il avant le Big Bang? C'est ça, c'est une question de créativité au fond, cette question. On peut tout imaginer. Est-ce seulement possible d'ailleurs d'imaginer cette question? Sujet de la tête au carré avec vous, Jean-Philippe Uzan. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cosmologie, d'astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris.
Vous aviez publié à la rentrée L'harmonie secrète de l'univers aux éditions La Ville Brûle. On en avait parlé dans l'émission. Et alors, les auditeurs nous rejoignent déjà avec les messages et les questions sur cette affaire de l'avant Big Bang. Je vous donne celle d'Annie. Tiens, déjà, premier témoignage. C'est une question, dit-elle, qui me titille depuis toujours. Dans ma petite tête de Candide, je me suis créé un film dans lequel, avant le Big Bang, il existait un univers du type de celui que nous connaissons aujourd'hui, comportant des trous noirs qui, au fil du temps, ont absorbé la totalité de la matière, se sont attirés, ont fini par fusionner en un seul. Cet ultime trou noir atteignant une masse énergie critique à Big Banger. Pour moi, il s'agirait donc de cycles. Et on a plein de messages comme ça. C'est-à-dire que tout le monde y va de sa proposition. Mais c'est merveilleux. Ouais. Je pense que déjà, ça dit quelque chose sur nous en tant qu'êtres humains. Donc, ça la titille, et je pense que ça a titillé l'humanité depuis toujours. Dans quel univers vivons-nous? Je veux dire, on a observé le ciel depuis que, voilà, dès qu'on a eu des yeux, les gens ont regardé le ciel. Il a fallu expliquer l'environnement dans lequel nous vivions. Et ça a commencé par faire des mythologies, par faire des religions. Et puis ensuite, on a eu un nouveau mode de questionnement sur l'univers, sur la matière, qui s'appelait la science, qui est une démarche. Et la science va dire des choses, et souvent on a envie que cette science nous donne des réponses à ces questions qui sont plutôt des questions d'ordre existentiel et métaphysique. Et donc c'est là la difficulté de cette question, c'est-à-dire que en science on fait des représentations d'un certain nombre de phénomènes, et en particulier l'univers. La cosmologie, c'est vraiment la science qui s'intéresse à notre univers. Elle va amener des affirmations qui vont être basées sur des théories, qui vont être vérifiées par des observations, et après on peut continuer à partir de ça à extrapoler, à rêver. Mais on ne peut pas le faire justement sur l'avant Big Bang. Et donc c'est bien que la métaphysique doit prendre le pas, doit prendre le relais. À un certain moment, la métaphysique prend le relais, le spirituel prend le relais, et il est au fond naturel de travailler main dans la main. Ça devrait être ça. Alors, le fait que ce soit... la science se soit séparée vraiment du spirituel. Ça a du sens dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Le religieux, à un certain moment, était un handicap pour le scientifique. Il n'acceptait pas que le scientifique remette en cause les écrits sacrés. C'est le cas de, par exemple, quand Galileo Galilei a été obligé de renier ses propres réflexions parce qu'elles contrevenaient aux propositions qu'avait fait la religion. Et donc, il était important que la science s'émancipe du religieux. C'était logique. Pendant une période, et c'est le principe, c'est un principe complètement lié à nos origines primates. Un dominant thésaurise les privilèges. Chez nos cousins chimpanzés, voilà, il y a un dominant, il est là, il thésaurise les privilèges. Donc, comme le religieux thésaurisait la pensée, les valeurs de la société, il y a des prétendants qui viennent et qui le harcèlent pour essayer de le renverser et d'amener de la nouveauté dans l'évolution. Le dominant résiste, comme la religion a résisté pendant longtemps à la science, et puis à un certain moment, le prétendant prend le pouvoir renverse le dominant. C'est ce qui s'est passé avec la science, elle a renversé le religieux, et à ce moment-là, elle repousse le chimpanzé, le nouveau dominant, c'est-à-dire le prétendant qui est devenu le nouveau dominant. Il fait peur à l'ancien dominant, qui va faire un peu sa dépression d'avoir perdu le pouvoir au fond de la classe, au fond du groupe, au fond de l'espace où vit la troupe de chimpanzés. Et là, c'est la même chose. Le religieux a été un peu chassé par le scientifique, qui l'a mis de côté. Il le laisse pas parler. Il le laisse parler, mais bon, voilà, il faut qu'il revienne en douceur, en faisant vœu d'allégeance. C'est ce qu'a fait le religieux. Et puis, à un certain moment, l'idéal, c'est que
les deux puissent se raccommoder, devenir amis, comprendre que chacun a un apport important, le religieux comme le scientifique, et travailler ensemble. Et je pense que on rentre dans ce moment-là, on rentre dans ce moment où le religieux va pouvoir redonner quelque chose, donc le spirituel va pouvoir ramener quelque chose à la pensée de l'humanité. Le philosophe fera le lien toujours entre le spirituel et le scientifique, et le scientifique continuera à faire ses recherches en écartant l'idée de Dieu, comme on a là cette façon. Pour l'instant, sur la discussion, le terme Dieu n'est pas encore apparu. Donc, bien sûr, on a toujours envie de savoir plus, et ces questions sont naturelles. Et je crois que c'est ce qui a vraiment... titiller, comme le disait Annie, les gens depuis des siècles, qui les titillent encore aujourd'hui et qui les amènent à se poser et à essayer de faire rentrer ces questions comme des questions scientifiques. Peut-être qu'on va en discuter, il y a des grandes difficultés pour cela. Alors justement, est-ce qu'on est dans une question scientifique, là, Jean-Philippe Uzan, ou est-ce qu'on est en marge, donc complètement autre chose, et que pour l'instant, la science n'a absolument pas les moyens de répondre à cette question de l'avant-Big Bang ? Alors c'est une question qui est très difficile, Mathieu, parce qu'en fait, quand on dit est-ce qu'une question scientifique, ça va déjà définir ce que c'est que la science. Et vous savez que tous les philosophes, les épistémologues ne sont pas d'accord sur la définition même de ce que c'est que la science. Alors ce que je vais déjà dire, c'est que pour moi, la science, c'est une méthode, une démarche. C'est le fait déjà de supposer qu'il existe des phénomènes, qu'une certaine réalité, même si on a du mal à définir ce que c'est que la réalité, qu'elle est indépendante du fait que moi j'existe, que je l'étudie, et que quel que soit le résultat que je vais pouvoir établir, qu'il soit théorique ou expérimental, il pourra être reproduit par n'importe quelle autre personne suivant la même démarche. On retient ce que vous nous dites parce que c'est une définition parfaite, succincte de la démarche scientifique, en tout cas. C'en est une, je ne suis pas sûr que tout le monde soit complètement d'accord avec ça, c'est pour ça que je prends des pincettes avec ça, je suis moi-même pas philosophe, donc voilà, c'est un petit peu la définition opérationnelle que je me suis construite. Voilà, mais c'est évident. Mais c'est déjà rien que dans cette définition, elle est juste, cette définition. Elle montre bien comment la science peut pratiquer maintenant de façon la plus objective possible. C'est-à-dire en pensant que elle s'intéresse. D'abord, elle pense que quelque chose hors de soi est possible, c'est-à-dire que la réflexion qu'on a ici, alors que expérimentalement, c'est pas possible de penser qu'on est extérieur, qu'on a affaire à un extérieur à soi-même, puisque notre cerveau ne peut pas se mettre dans la position de l'extériorité. C'est toujours l'intérieur qui engendre cet extérieur, qui pense qu'il y a cet extérieur. Donc déjà là, on est dans quelque chose de compliqué à ce niveau-là. Après qu'il s'intéresse au phénomène, à ce qui peut être expliqué phénoménologiquement, qui peut... voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de ce qui ne rentre pas dans le phénomène. Qu'est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu, etc. C'est hors du phénomène, on ne peut pas le démontrer. Mais, justement, dans cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers? On est contraint de plonger dans quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, puisque si l'univers, c'est le matériel, avant cet univers, c'est autre chose que ça. Même peut-être c'est effectivement, comme le dit cette dame, c'est-à-dire encore une autre matérialité qui finit par être absorbée par le trou noir, donc tomber dans l'immatérialité et par son énergie créer cette nouvelle matérialité. Ça serait un système cyclique, mais ça posera toujours la question de qu'est-ce qu'il y avait avant cet autre univers, pré-univers, etc., etc. Donc, ça ne répond pas à la question en réalité.
que je me suis construite en débattant avec des collègues et surtout en travaillant, parce qu'il y a un moment, quand on est à l'école, on vous dit ceci est de la physique, ceci est de la chimie, ceci est de la science, vous en faites, mais il y a bien un moment où vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, surtout quand vous allez faire de la cosmologie et qu'à côté, vous allez lire des livres de philosophie, des mythes ou des récits qui peuvent être issus des religions sur ce qu'est l'univers, et que quand vous donnez quelques conférences grand public, surtout quand vous êtes jeune et que vous commencez, on vous pose ce genre de questions et vous vous êtes pas préparé à ça. Et en fait, vous dites, mais en fait, quel est ce récit scientifique de l'univers que je suis en train de fournir à mes concitoyens ? Quelle est sa valeur comparée à d'autres récits? Sur quoi repose-t-il? Et jusqu'où est-ce que je peux affirmer des choses? Et où s'arrête finalement ce que la science affirme? Et à partir de là, on peut continuer à imaginer dans des cadres théoriques qui sont ancrés dans ce que l'on sait aujourd'hui de la science, mais qui sont des extrapolations qui ne sont pas sous contrôle. Alors juste... Voilà, alors on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Je pense que cette émission, avant le Big Bang, vient à point nommé. C'est marrant parce qu'elle s'est imposée à moi, comme quand je vais à la bibliothèque et que les livres s'imposent à moi. Il y a quelque chose qui m'attire à tel livre et c'est exactement ce sur quoi j'avais envie de travailler, ou j'avais besoin de travailler, ou il est important que je travaille. Eh bien là, c'est la même chose. Après les plusieurs émissions que j'ai faites à partir d'une émission de France Culture avec philosophie consacrée à la métaphysique, eh bien, on voit la science qui vient parler de la métaphysique. Et justement, voir si le cadre de la science peut être aussi restreint que ce que Kant et puis d'autres ont essayé de le canaliser. Et puis les philosophes qui s'intéressent à la science aussi. Voilà. Alors, si vous pensez que cette théorie a un peu d'intérêt, la théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, si vous pensez qu'il est important maintenant de commencer à se poser cette question-là, où va l'humanité? Qu'est-ce que nous sommes en train de construire inconsciemment? Est-ce qu'il est important qu'on prenne conscience de ce qu'on construit de façon intuitive, etc., etc. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site et vous pouvez participer à ce travail. C'est-à-dire si vous avez des compétences techniques pour améliorer la visibilité du site ou pour faire évoluer le site mécaniqueuniverselle.net, je vous renvoie vers cet espace. C'est l'espace qui a donné naissance à cet espace YouTube. Donc c'est la mécanique universelle en écrit, mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Si vous pensez pouvoir améliorer cette visibilité, faire voilà, ou participer, si vous avez des compétences philosophiques ou si vous avez envie de poser des questions auxquelles vous voudriez que je réponde par rapport à cette théorie, eh bien je le ferai avec plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance, et je vous dis bonne fête, puisque nous sommes le 24 décembre, pardon. Donc voilà, pour ceux qui fêtent cette fête, d'être heureux ce jour-là. Et en fait, c'est universel. À très bientôt. Merci, au revoir.